Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare. Animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour à tous, je suis Sébastien de sébastienzunino.com et je suis avec Cyril de cyrilmichaud.com. Bonjour à tous, donc bienvenue dans le podcast Culture Guitare. Comment ça va Cyril ? Moi en forme pour un premier podcast. Voilà, donc on va, dans cet épisode-là qui est l'épisode pilote, on va vous expliquer un peu le concept du podcast, le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'on va un peu aborder également. Voilà. Donc on a décidé de faire ce podcast ensemble parce que bon, c'est vrai qu'on ne s'est jamais rencontrés en vrai, mais la magie d'Internet. Voilà, la magie d'Internet. On s'est rencontrés il y a quelques années. Tu m'avais envoyé un message pour m'interviewer. Exactement. Voilà, sur ton site. Et puis depuis, on est resté en contact. Et c'est vrai qu'on a souvent fait du brainstorming. On a souvent parlé de guitare, de pédagogie, etc. Et donc, on a décidé d'en faire un podcast. Voilà, exactement. Donc, le podcast, on voulait créer quelque chose axé quand même sur la pédagogie, la pratique de la guitare, sur... Oui, toute la culture, tout ce qui tourne autour de la culture guitare et même la musique en général. Parce que nous-mêmes, on a l'habitude d'échanger au-delà même de la guitare. Ouais, c'est vrai. De parler d'un pianiste, d'un compositeur, d'un courant musical. Je trouve que c'est intéressant. Ça permet d'enrichir la culture, de nourrir les idées. Donc voilà, si à un moment donné on a envie de parler de musique vietnamienne, si on a envie, on va le faire, quoi, parce que ça peut nourrir, comme je disais, les idées. Hein. Ouais, ça peut être très intéressant de parler de l'histoire de la musique. Déjà parce que déjà on en a parlé ensemble. Déjà, ça peut être enrichissant pour nous déjà. Le fait d'échanger comme ça. Et puis c'est intéressant vis-à-vis de l'audience, si on arrivait à parler de, je sais pas moi, de musique indienne, de musique cubaine, de dodécaphonisme, de musique, quelle est la musique qui était jouée à Byzance en l'an moins 1000 avant Jésus-Christ. Je pense que ça peut, être intéressant pour tout le monde. Ouais, c'est sûr, et surtout que je pense que en guitare, la plupart des guitaristes n'ont peut-être pas forcément toujours l'habitude d'essayer de sortir un peu de ce qu'ils connaissent au niveau musique actuelle occidentale. On a tendance des fois à rester un peu enfermé dans les guitaristes qu'on aime bien, les groupes qu'on aime bien, mais sans forcément chercher à les fouiller du côté de musique qui sont complètement à l'opposé, même parfois, de ce qu'on fait nous-mêmes. Et pourtant, c'est ce qui permet aussi d'enrichir son jeu à la guitare, d'enrichir ses idées en improvisation, en composition. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va aussi profiter de pouvoir discuter de tout ce qui nous vient en tête. Voilà, et puis le format, et sous ce format podcast, c'est quand même, je trouve que c'est quand même une valeur ajoutée comparé à YouTube, puisqu'on est tous les deux sur YouTube, on a tous les deux nos sites internet. Oui. Je trouve que le format de podcast est intéressant à plus d'un égard. Du fait que déjà quand tu vas faire ton jogging, tu peux te mettre un podcast. Moi, ce qui m'arrive souvent, j'écoute pas des podcasts de guitare, mais quand tu es dans les transports en commun, quand tu t'es en train de manger, quand tu donnes le bain aux enfants, je trouve que le format podcast, c'est quand même vachement intéressant. Et encore une fois, aussi dans le podcast, on va essayer d'avoir un maximum d'invités, donc des gens que, je vais pas vous en parler aujourd'hui, mais on a contacté chacun de notre côté soit des acteurs du YouTube guitare, soit des compositeurs, soit des artistes qui ont une actualité. Donc pour avoir des interviews, pour avoir... toujours dans l'idée d'enrichir. Voilà, exactement. Et puis, encore une fois, moi, je suis vachement pour le fait de fédérer et de fédérer et de consolider, cimenter une communauté un peu guitaristique – française, puisque après tout, je trouve que quand même,
il y a quand même beaucoup de guitaristes en règle générale et je pense que ça peut être bien. Les Américains, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup plus facilement, c'est dans leur culture, ils appellent ça le trust, c'est le fait d'échanger, le fait voilà. Ça fait un peu grande famille. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu l'idée du truc. Exactement. Donc en fait, on va donc dans cet épisode, je pense qu'on va publier une fois par semaine. Encore une fois, pour l'instant, je tiens à dire aux auditeurs que c'est un test. Car il est évident que si au bout de 3-4 mois, on a 3 écoutes par épisode, je pense que même si c'est un plaisir, je pense que peut-être que on a. Voilà, si c'est pour rien, en fait, on arrêtera. Donc, je vous invite à partager le podcast, en parler autour de vous. Donc, on sera présent sur toutes les plateformes principales de podcast. Et comme à l'heure où cet épisode est enregistré, je ne sais pas encore comment se déroulent les choses. Si vous voulez, je peux parler de YouTube, je peux parler de mon site, mais je ne sais pas comment ça va être présenté, sous quelle forme, sur quelle plateforme, etc. Donc, je sais qu'on sera sur iTunes de sûr. Oui. Et j'imagine qu'on sera sur Google Podcast, en tout cas je l'espère. Donc je vous appelle à l'action. Je vous appelle en fait à mettre une évaluation iTunes, de nous mettre un 5 étoiles de préférence pour le référencement du podcast. Et surtout, je vous invite à mettre un commentaire avec ce que vous aimeriez peut-être voir traité dans le podcast. Est-ce que par exemple il y a un groupe? Parce qu'on a prévu de faire un peu des bios de groupe et de guitaristes, et même d'autres musiciens. Voilà, comme on le disait, de pianistes, de compositeurs, ou pourquoi pas un arrangeur, pourquoi pas un ingé son, ou un batteur, ou un percussionniste, ou une figure emblématique d'un courant musical, ou pourquoi pas même Pythagore, puisque il a quand même sa place dans la musique aujourd'hui, en fait, on pourrait dire. En tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à mettre une évaluation, en parler autour de vous, à peut-être partager sur les réseaux sociaux. Donc, on va ouvrir une page Facebook sur Culture Guitare, d'accord. Donc, vous pouvez aller sur nos sites respectifs ou sur nos réseaux sociaux, vous nous trouvez facilement sur Facebook, Twitter et compagnie, les Instagram et tout, dans les stories et tout, on va en parler. Donc voilà, on a besoin de vous en fait pour aider à faire connaître le podcast et puis pour vous donner du contenu de meilleure qualité et toujours de mieux en mieux, quoi. Voilà, le podcast va se construire finalement à la fois entre nous deux, mais aussi avec l'audience finalement. Comme disait Sébastien, là, on prend les marques. Forcément, l'épisode pilote, c'est toujours un petit peu encore en test. On cherche un ton, on cherche, mais petit à petit, à la fois dans les échanges entre nous et dans les échanges avec vous, on va pouvoir affiner de plus en plus jusqu'à aboutir à quelque chose qui tourne bien rodé. Donc voilà, donc ça va se construire avec vous aussi. Voilà, et je trouve que c'est l'intérêt aussi d'avoir en fait des retours dans les commentaires. Oui, bien sûr. Et aussi d'inviter des personnes, d'autres personnes qui font soit du YouTubing, soit qui créent des méthodes, puisqu'on s'est quand même dit avec Cyril qu'on voulait axer quand même le podcast sur la pédagogie. Sur la culture, puisque on est tous les deux de grands fans de culture en général, sans parler de guitare. Oui. Donc voilà, on veut axer quand même le podcast là-dessus pour pas, piétiner les plates-bandes d'autres personnes qui font du très bon contenu déjà en podcast. Je pense notamment à la chaîne Guitare, qui parle beaucoup de matos, qui interviewe beaucoup de guitaristes et tout, de guitaristes de studio. D'ailleurs, c'est un podcast que j'écoute régulièrement. De très très bonne qualité, quoi. Voilà. Donc, on va un petit peu se présenter. Donc, Cyril, parle-nous. On peut commencer par toi, vu que tu es l'initiateur du podcast. À la limite, on commence par toi. Bah, écoute, si tu veux. Donc, moi, je m'appelle Sébastien Zunino. Voilà. Il y a quelques années, je me suis mis. Donc, j'ai été intermittent. J'ai commencé la guitare vers 7-8 ans à peu près. Donc j'ai commencé par la guitare électrique parce que ma mère voulait forcément, comme tous les parents de ma génération,
il fallait faire le conservatoire, il fallait faire du classique et tout. Et en fait, j'ai pas du tout accroché. Pour moi, la guitare, c'était Guns N' Roses, Led Zeppelin. Voilà, pour moi, c'était ça. Donc, j'ai appris, en fait, bon, ça a été un fiasco. J'ai fait un premier cours avec le prof de guitare classique. Et ceci dit, ce qui m'a fait faire pendant 1 heure, avec le recul maintenant, donc pratiquement... T'as quand même fait une leçon au conservatoire, c'est ça? Non, une leçon avec un prof de guitare classique, qui était d'ailleurs qui est très très réputé et qui est très très bien. Et en fait, il m'a fait faire un exercice qui, 32 ans plus tard, un exercice, comme je t'ai dit, je me suis mis à la guitare classique un peu plus sérieusement depuis quelques mois, et je t'ai demandé des conseils, et c'est vrai que j'ai regardé des sources que tu m'as conseillé, et en fait l'exercice qu'il m'a fait faire, c'est effectivement un très bon exercice. En fait, c'est le fait de pincer une corde à vide en alternant index majeur, en coupant le son pour améliorer en fait le toucher, quoi, pour améliorer le son et la projection. Le staccato, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, effectivement, ça a été. Mais bon, moi, à l'époque, avec mon esprit un peu rock'n'roll, un peu rebelle, ça a pas matché. Donc, et c'est une leçon qui a pris du temps à arriver à maturation. Ouais, 32 ans, quoi. 32 ans, quoi. C'est beau, quoi. Mieux vaut tard que jamais, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, voilà. Et j'ai voulu faire de la guitare électrique, et en fait, ma mère l'a un peu mal pris. Et le fait que je travaille, que je pratique seul, que je passe des journées à relever des trucs d'oreille seul. Du coup, elle s'est dit bon, ben, je peux peut-être lui faire confiance, c'est pas un caprice, donc elle m'a fait donner des cours avec un prof qui en fait m'a beaucoup appris, surtout la lecture. Voilà, ça a été lecture de partition. Ouais, surtout la lecture. Il m'a fait beaucoup travailler la lecture, les accords, les trucs de base avec la méthode Berklee là. D'ailleurs, avec le recul, bon, je trouve pas forcément que ce soit. J'ai eu de la chance en fait de faire mes trucs à côté parce que sinon j'aurais pas continué, hein, clairement. Et en fait, mais ceci dit, voilà, ça m'a permis mon arrière-grand-mère m'avait appris le solfège quand j'étais petit, puisqu'elle était avant même que je fasse de la guitare. D'accord. Donc elle était violoniste et pianiste. Et puis elle m'a appris ça comme un jeu. J'en ai souvent parlé dans les vidéos, etc. Du coup, en fait, pour moi, le solfège n'a jamais été apparenté à quelque chose d'insupportable. Ouais, de rébarbatif ou de pénible, ouais. Voilà. Comme malheureusement beaucoup d'enfants. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que bon, limite, après, ça m'a passionné, hein, le solfège et l'harmonie et tous ces trucs-là. Oui, c'est essentiel. Ouais, ben, ça dépend, hein, ça dépend. Ce n'est pas essentiel. Je pense que ça peut être un super bon outil. Néanmoins, bon, tu peux planter des clous avec une pierre, quoi. Hein, même si. Ouais, mais je veux dire que toi, dans le solfège, tu n'as pas seulement les notions d'harmonie, mais tu vas avoir aussi tous les fondamentaux, par exemple, du rythme. Donc ça, c'est forcément quelque chose d'essentiel pour un musicien. Après, je suis d'accord que tout n'est pas forcément essentiel en fonction du style de musique que tu fais, en fonction même de ton instrument. Par exemple, en tant que guitariste, c'est vrai que fondamentalement, savoir lire une partition, c'est pas ce qui est le plus utile immédiatement. Même si savoir le faire, ça te permet de retranscrire des morceaux de pianiste, des morceaux, je sais pas, de contrebasse, de violon, voilà, pour ton instrument. Donc, c'est vrai que toutes les notions sont pas fondamentales, mais il y a quand même un socle qui est assez, je pense, vital pour tous les musiciens à connaître, notamment au niveau du rythme. J'ai mon avis, si tu veux, il est partagé, notamment, parce que tu parles au niveau du rythme. Donc je trouve que le système, en fait, alors attention, je critique pas du tout le solfège en lui-même, etc. Mais notamment au niveau du rythme, si tu veux, moi je vois de plus en plus, même dans mon expérience de professeur, hein, voilà, parce que j'y viendrai un peu plus tard, comment je me suis retrouvé à être prof. Mais un rythme, je pense que ça se joue et ça se transmet plus que ça se lit, dans le sens où, tu vois ce que je veux dire? Je dirais même ça se ressent. C'est vrai que au conservatoire, il y a pas mal de collègues qui ont des méthodes où justement ça passe avant tout par le corps. Et même au niveau, c'est pour ça que les percussions, par exemple, c'est un instrument qui sont très intéressants pour aborder le rythme, parce que j'ai envie de dire tu touches, c'est pas vraiment le terme, mais si quand même tu touches la percussion, tu frappes et tu ressens instinctivement le rythme, plutôt qu'essayer de l'intellectualiser. Après, c'est un peu comme un gamin qui va d'abord parler et essayer de produire des sons avant d'écrire, quoi. Après, je rajouterais que peut-être que ça a évolué aujourd'hui. Oui. Mais moi, en tout cas, quand j'ai commencé la musique et que bon, il y avait un peu de solfège, etc. Si tu veux,
ça a évolué, si tu veux. Il n'y avait pas cet esprit-là, il y avait un esprit beaucoup plus scolaire et beaucoup plus discipliné qu'aujourd'hui, qui est beaucoup plus ouvert, notamment grâce à Internet. Et puis il y a des nouvelles méthodes pédagogiques constamment qui tu as des cours gratuits de partout, tu peux te former, tu peux t'inscrire à des sites qui sont super bien faits pour apprendre la guitare, avec des trucs interactifs. Même par exemple, je vois ma fille qui a commencé, elle a fait du violon, mais en fait ma fille, si tu veux, elle est un peu comme moi, quoi. Elle a du mal quand on lui met un cadre. Donc elle s'est mise au solfège. Alors elle était plus intéressée par le solfège et le rythme, si tu veux, que par le violon. Le violon, ça l'a vite saoulée. Parce qu'elle, ce qu'elle voulait, elle s'est créé ses morceaux, ses trucs, donc moi je la pousse pas trop. Je l'ai jamais, tu vois, moi je fais de la guitare toute la journée, de la musique toute la journée. Je la pousse pas je les pousse pas. C'est la plus douée pour la musique. Elle a une inclinaison naturelle vers ça. Voilà, c'est ça. La troisième, par contre, donc Justine, ma petite, la plus petite des trois. Elle est, tu vois, elle prend la guitare, elle chante, elle gratte. Elle a 2 ans, hein, donc tu vois, voilà. Voilà, t'as une future guitariste. Elle est douée, même quand elle se met au piano, ça se voit qu'elle est douée. Elle met la boîte à rythme du piano, tu sais, j'ai un piano Yamaha là. Elle est douée naturellement. Et puis moi, je leur apprends de façon, en aucun cas, je leur apprends en leur disant viens, on va mettre le dos sur la partition. Moi, je leur fais écouter plein de trucs. Là, tu vois, je leur faisais écouter Yes ce matin. Donc, tu vois, je leur explique pourquoi c'est si grandiose. Tu vois, la dernière fois, je leur ai mis Malmsteen. Je leur ai dit, vous voyez, le principal dans le morceau, c'est le solo de guitare. C'est clair. Parce que c'était l'album Trilogy. Tu sais, les morceaux, des fois, ils sont... Ils sont un peu spéciaux. Et puis, par contre, le solo de guitare qui arrive, là, bon, c'est bon, tu dis... Ça tue tout, quoi. Ah ouais, ça tue tout. Là, tu te dis, bon, c'est bon. Voilà. Donc le morceau est construit autour du solo de guitare en fait. Ouais, c'est ça exactement. Voilà. Et avec tout le côté, et ce que j'aime chez Malmsteen, je tiens à le préciser, c'est tout le côté un peu Ferrari, Rolex, Santiago et fut en cuir avec la chemise ouverte. Avec le petit coup de pied en avant, la guitare qui tourne. Exactement. Moi, c'est tout ça, je trouve ça magique, moi. Tu vois, ça fait rêver. Il a un style particulier, mais ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il l'assume à fond et qu'il en a rien à foutre de ce que pensent les autres. Et ça, c'est vrai que du coup, je pense qu'il a l'ego qui va avec. Hein. Pour moi, c'est un peu ça, c'est clair. Je pense que c'est un peu le Alain Delon de la guitare, si tu veux. C'est tu vois, c'est Malmsteen, quoi. Tu vois, il parle de lui à la 3e personne du singulier dans certaines interviews. Enfin, Malmsteen, c'est Malmsteen, quoi. Voilà, c'est Malmsteen, quoi. Et je trouve que ça, enfin moi en tout cas, ça me séduit. En tout cas. Puis au moins c'est un personnage qui laisse pas indifférent, quoi. Il est pas tiède. C'est vraiment, c'est quelqu'un de tranché. Voilà. Donc c'est ça qui plaît et en même temps qui déplaît à certaines personnes. Mais en même temps c'est bien quand t'es artiste en général, ton but c'est pas de séduire tout le monde, sinon c'est que tu plais à personne. Donc exactement. J'ai envie de te dire, je vais citer ma citation que j'ai inventée, d'accord, qui est très Jean-Claude Van Damme. C'est l'ami de tout le monde, c'est l'ami de personne. Ouais, exactement. Tu vois. Donc voilà, je suis très fan de Jean-Claude Van Damme pour ceux que ça intéresse depuis que je suis tout petit. Hein, voilà, je vais pas parler de Bloodsport qui est son plus grand film. Hein, voilà. Ou si vous voulez vraiment vous marrer, vous regardez Cyborg. Là, vous allez vous marrer. C'est les inconnus. Hein, on est à la limite entre les inconnus et voilà. Mais enfin, en tout cas, je trouve ça génial. Vous voyez, dans le podcast guitare, on parle aussi de Jean-Claude Van Damme. C'est fantastique. Comment tu ne peux pas parler de autre chose que de la guitare? Quand tu parles de culture, il faut forcément parler de Jean-Claude Van Damme. Exactement. Ou de Malmsteen, quoi. Voilà. Et donc, pour en revenir un peu au solfège, tout ça, donc c'est vrai que c'est un outil plus que nécessaire. Après, ceci dit, Django Reinhardt connaissait rien au solfège. Même Biréli Lagrène, aujourd'hui, qui est quand même un mec qui a côtoyé tous les plus grands musiciens de la planète et tout, des fois, il est incapable d'analyser ce qu'il fait, et pourtant, ça sonne monstrueux. Donc, après, c'est qu'en fait, c'est plutôt qu'ils l'ont intériorisé. Ils ont les notions, ils les ont intériorisées, mais ils les ont pas formalisées, tu vois, de manière concrète. Ils sont conscients des choses sans forcément avoir besoin de les comprendre. Ils les comprennent instinctivement, en fait. Donc, je dirais que, et encore, on va revenir là-dessus, mais je dirais que ce qui a ce qui a été très efficace, c'est le fait qu'ils aient appris
de façon orale. C'est-à-dire que tu joues tu joues pas l'aller-retour, tu joues pas la gamme pentatonique, tu joues ça. Telle phrase, tel truc. Je tiens à faire une parenthèse pendant qu'on y pense. On ne pourra pas vous mettre d'extraits musicaux dans le podcast parce que pour des problèmes de copyright, donc les lois sur le copyright sur Internet évoluent. Donc j'ai pas envie qu'un jour, par exemple, on se retrouve embêté parce que j'ai joué, par exemple, si je vous jouais une phrase ou un truc ou un morceau, j'ai pas envie qu'on soit embêté avec ça. Donc ce qu'on fera, c'est que dans les descriptions des podcasts, on pourra mettre les liens. On mettra des liens. Et je pense, a priori, sur nos sites respectifs, nous écrirons un article avec les liens de chaque podcast. Donc moi, vous irez sur mon site, je ne sais pas comment fera Cyril, mais sur mon site, il y aura un onglet podcast où vous aurez tous les épisodes qui sont recensés si vous les cherchez. Et donc vous aurez en même temps les liens vers les sites des invités, vers l'actu des invités, vers quand on cite quelque chose, on donne une source ou un article Wikipédia, ce qui peut être très intéressant aussi, ou même sur un autre site, par exemple des sites de confrères musicologues ou quoi, on pourra vous mettre des liens et donc ce sera plus facile pour vous après de retrouver les sources. Voilà. Oui, tout à fait. Donc pour en revenir à ma life, parce que là du coup le podcast va durer. Alors on s'est dit avec Cyril qu'il fallait pas qu'il dure trop longtemps et là ça fait déjà une demi-heure qu'on a commencé. Oui. T'as le chronomètre, Cyril, là, sous les yeux ? Ouais, on en est à 20 minutes à peu près. Ah bon, ça va. Donc je trace vite fait. Donc je fais mon apprentissage de musicien électrique, de guitare électrique. Je trouve un groupe pro un jour par hasard. Je suis pris, alors que j'ai jamais voulu être pro de ma vie, alors que j'étais au lycée. Voilà, je commence à tourner, à gagner de l'argent, tout ça. Je rate mon bac. De là, ma mère me dit il faut quand même que tu fasses des études. Donc, j'ai fait le MAI pendant un an à Nancy. Et là, je suis revenu sur Toulon. Donc, à la base, je vis à Toulon. Actuellement, je vis en Espagne, mais je pense que je vais changer dans les mois qui viennent. Je vais sûrement, enfin, je sais pas, je ne sais pas encore. Je vis à Valencia pour ceux que ça intéresse. Donc je rentre à Toulon, pas de travail, tout ça, et un jour j'ai un coup de téléphone, genre le 22 ou 23 juin, pas une date de l'été, rien du tout. Et j'ai un mec qui m'appelle, il me dit ouais, je cherche un guitariste, et de là j'ai joué avec lui pendant quelques années, et puis je suis resté encore intermittent. En fait, j'ai été intermittent pratiquement 20 ans. Voilà. D'accord. J'ai été intermittent 18 ans, je crois. Donc, donc dans le piano bar, soirées privées. J'ai été dans des groupes aussi un peu de compo, de métal, j'ai fait de la musique africaine. Ouais, un peu tous les styles de musique, t'as pu balayer un peu tous les styles, quoi. Voilà, en duo acoustique, les remplacements, les orchestres. J'ai été dans un groupe de funk les 10 dernières années, en fait, avec des gars, d'ailleurs, si vous écoutez les gars, je vous fais une bise, qui s'appelait Groove Gang. Donc Groove Gang en français. Et on faisait principalement soul funk, mais on faisait aussi de l'acoustique, on faisait du mariage a cappella avec des morceaux à la demande. En fait, c'était un peu une machine de guerre de date, quoi, si tu veux. Je vois tout à fait. Et les gars, est-ce que vous pouvez nous faire un apéro un peu truc, machin ? Ah oui, pas de problème. Nous, on faisait tout et je trouvais que c'était vachement intéressant avec eux. Il n'y avait pas de clavier, donc je me tapais des arrangements et ça m'a beaucoup formé sur le fait d'arranger des parties de clavier pour guitare. Tout ce qui est voicing aussi. Ouais, voilà, c'est ça, surtout les voicing. Et puis le fait de mixer les parties guitare et les parties clavier, de trouver des arrangements. Donc j'avais beaucoup de liberté. Eux étaient pas trop chiants. Je faisais beaucoup de chorus. Les chœurs, c'était bien travaillé, c'était vraiment cool. Et puis ces gars-là se sont devenus des vrais amis, alors qu'on n'était pas du tout amis à la base. Donc voilà. Et après, j'en ai eu marre. Je me suis mis sur YouTube. Enfin, j'en ai eu marre. En fait, j'ai toujours eu un problème. J'avais envie d'évoluer, peut-être, c'est ça. Voilà, j'avais pas envie d'accompagner des vedettes. Après, il fallait aller sur Paris pour faire mieux, en fait. Et Paris ne me plaisait pas. Paris, pour passer un week-end ou une semaine, je te dis, il n'y a pas de problème. Vivre à Paris, en banlieue et tout, j'ai dit, c'est pas possible. Et accompagner des vedettes et tout, non, ça me branchait absolument pas. Déjà que j'avais arrêté de faire de l'orchestre et vraiment de la variété. Quand je suis rentré dans Groove Gang, parce que quand je suis rentré dans Groove Gang, je n'ai jamais plus eu de problème pour trouver du travail. Si tu veux, j'ai été en CDI. Je gagnais bien ma vie. Il y avait tout le temps des dates. Les cachets, on les faisait les doigts dans le nez. On faisait beaucoup plus de cachets que ce qu'il en fallait.
Il y avait toujours des dates, toujours des plans. On faisait même des fois 3 dates par jour. Tu vois, c'était très très confortable d'un point de vue professionnel. Et après, ça commençait à me saouler un peu. Enfin, pas le groupe, pas les gens, mais le contexte. Si tu veux, les soirées privées, les mecs qui viennent te demander quand il pète, il trouve son slip. Non mais tu vois, le jour où on est venu me demander ce morceau, je savais même pas que c'était un morceau qui existait. Vous l'avez joué? Non. Enfin, bon, moi je préfère. C'est pas très pro, hein, je t'avoue. C'est pas ça, c'est que je préfère taire ce qui s'est passé dans cette soirée. Si vous voulez, je vous raconterai ça dans une anecdote un jour. Voilà, ça pourrait être un autre podcast dédié aux anecdotes, aux anecdotes de live. Voilà, donc en fait, je me suis mis à YouTube. YouTube, j'ai fait ce que certains connaissent, c'est le guitar vlog. Donc j'ai fait une vidéo pédagogique, enfin, non. C'est un genre de podcast en vidéo que j'ai fait, il faut pas, sur un sujet par jour pendant 365 jours. De là, ça a marché, j'ai créé un site de cours en ligne. Enfin, ça a marché, tout est relatif, hein, ça a marché à l'échelle de l'époque. Et puis en fait, après, je me suis mis à faire des backing tracks et les backing tracks m'ont amené sur d'autres choses. Il y a des gens maintenant qui m'appellent pour faire des collaborations où ils m'envoient des morceaux qui sont enregistrés avec leur iPhone et moi je leur crée un backing track de leurs morceaux. Voilà, ça m'a amené à faire plein d'autres trucs, de l'illustration musicale aussi. Ce qui est intéressant, c'est que tu es très diversifié dans tes approches. Tu n'es pas juste musicien de scène ou musicien de studio, mais tu as vraiment beaucoup de cordes, de cordes à ta guitare. En fait, c'est parce que je suis passionné. Hein, voilà, je suis passionné. Voilà, donc ça me plaît vraiment. Tu vois, récemment, j'ai essayé de me remettre un jeu vidéo. Ça me fait vachement moins triper que de travailler mon trémolo ou mon staccato à la guitare, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est ma passion. Voilà, donc ça m'intéresse. Après, par exemple, si on me propose de faire du jazz manouche, c'est pas mon trip. Je suis admiratif, je trouve que c'est génial, mais après ça ne me plaît pas. La country, par exemple, la country, tout ça, c'est pas des styles qui m'intéressent forcément, tu vois. Je suis plus dans le. On a tous nos préférences, forcément. Et en fait, après, c'est notre métier, hein, parce que les gens ils s'imaginent que derrière YouTube, nous on s'amuse à faire nos petites vidéos, mais en fait c'est un métier. Il y a tout un écosystème, en fait, j'ai envie de te dire derrière ça. Ce qui nous permet de vivre, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. D'ailleurs, quand on veut être musicien, il faut savoir comment on fait pour vivre. Oui, c'est toujours un choix de carrière complexe. Voilà, c'est ça. Et donc voilà. Et pour ce qui est de la pédagogie, en fait, moi je me suis retrouvé, donc pour la parenthèse pédagogique, j'étais déjà intermittent depuis longtemps et je crois qu'à 27 ans, il y a un gros magasin du sud de la France qui m'a demandé de donner des cours pour remplacer un prof pendant 1 mois et j'y suis resté pendant 4 ans. Voilà. Et là, j'avais 36 heures de cours par semaine répartis sur 3 jours, voilà. Dont certains en groupe de 3 personnes. Voilà. Mais j'arrêtais pas, hein. Je me levais le matin, donc de 8 c'était l'usine, quoi. Ah ouais, de 8 à 9... donc de 8 à 9 j'avais un cours, après je faisais de 9 à 12 au magasin, de 12 à 14 j'avais un cours à domicile, après je faisais 14-19 et après j'avais encore 2 cours, voilà. Donc c'était vraiment, c'est parce que j'avais énormément de demandes, il y a le bouche à oreille, si tu veux, quand je me suis mis à donner des cours, ça m'a vraiment plu, parce que je me sentais un peu le gars qui va... moi, ce que je voulais, c'était passionner les gens, en fait, leur donner envie et que les gars me demandent un morceau de Nirvana ou de Tokyo Hotel, puisqu'à l'époque, c'était la grande époque de Tokyo Hotel, ou de Bach, ou de Megadeth, ou un truc où il n'y a même pas de guitare, où ça m'intéressait de le faire. Donc, j'ai fait vraiment les choses correctement, et puis, correctement, je voulais que les gens soient contents avec leurs partitions, que les partitions soient bien propres, donc je faisais tout sur Guitar Pro, voilà pour, tout en continuant, moi, à prendre des cours, puisque j'ai pris beaucoup de cours, j'ai fait beaucoup de masterclass, j'ai toujours aimé apprendre, donc quels que soient les domaines, donc voilà.
Ouais, puis de toute façon, on passe notre vie à apprendre en tant que musicien, ça s'arrête jamais. Bon, ben voilà pour moi. Donc, maintenant, à toi, Cyril, présente-toi un petit peu, s'il te plaît. Ok, alors moi j'ai un parcours un peu, on va dire, chaotique au niveau musique, parce que j'ai pas fait que de la musique comme toi, tu vois, jeune. Moi au début, j'avais même pas commencé par la guitare. Au début, j'étais sur un petit synthé. J'ai commencé par les claviers. C'est le premier instrument que j'ai touché, en tout cas aussi loin que je me souvienne. Voilà, ça m'amusait bien, mais c'était pas l'instrument qui me passionnait. Donc après, moi, je suis tombé sur la guitare, mais vraiment complètement par hasard. C'est ma grand-mère qui avait une vieille guitare classique, mais tu vois, le genre de guitare. Je pense même pas que c'était une 4/4, ça devait être une guitare 3/4 peut-être, quelque chose comme ça, mais qui était complètement ruinée, défoncée. Si tu veux, t'avais les frettes même qui dépassaient, t'avais les cordes qui devaient avoir 40 ans. C'était un truc où tu te chopais le tétanos en jouant dessus. Ouais. Mais vraiment le truc horrible. Et même bon, malgré tout, j'ai commencé à jouer là-dessus. D'accord. J'ai commencé à gratouiller, donc tu vois, j'étais motivé. Je me souviens encore que les premiers essais que je faisais, je mettais une jambe sur la chaise, je tenais ma guitare n'importe comment. Enfin, c'était le chaos. Et en fait, c'est des potes qui m'ont acheté une guitare pour mon anniversaire. Un pote, mon meilleur ami qui est musicien, qui est bassiste, avec qui j'ai monté un groupe plus tard d'ailleurs. Mais en tout cas, qui avait vu que j'avais une guitare vraiment catastrophique et qui m'a pris un peu en pitié. Et D'accord. Du coup, mes potes se sont cotisés pour m'acheter une guitare classique pour mon anniversaire. Donc moi j'ai commencé un peu après mes 17 ans. Donc tu vois, assez tard au niveau de la guitare. Et puis à partir de là, j'ai tout de suite accroché. Tu vois, je me souviens peut-être un des premiers riffs que j'ai dû apprendre, c'était In the Flesh de Pink Floyd. Il me semble que c'était ça. D'accord. Ouais. Et donc voilà, j'ai commencé sur la guitare classique, donc pas du tout sur une guitare électrique, mais ça n'a pas duré longtemps la guitare classique. Après, j'ai vite basculé sur une électrique, parce que comme toi, moi ce qui me plaisait vraiment, c'était la guitare électrique, c'était jouer du métal, jouer du rock. Tu vois, je suis un gros fan de Metallica, donc forcément moi j'étais vraiment heavy metal à fond. Donc sur la classique, c'était pas l'idéal. Donc voilà, j'ai vite basculé sur ma première guitare électrique, que j'ai toujours, c'est une SG Epiphone couleur rouge. Ah, c'est quand même pas mal. Voilà. Ouais, c'était pas mal pour débuter. Après, je suis passé sur Ibanez, que maintenant, celle-ci, je l'ai toujours aussi, mais j'utilise plus du tout. J'utilise plus du tout mes deux premières guitares, mais en tout cas, je les ai gardées peut-être pour le côté émotionnel. Mais voilà, donc j'ai basculé sur guitare électrique. Puis après, au bout d'un moment, j'ai décidé de revenir. J'ai suivi les cours au conservatoire. Donc du premier cycle jusqu'au diplôme. Mais là, t'as fait du classique, là, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais je continuais, tu vois, l'électrique en parallèle. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement que quand je jouais de la guitare électrique, j'avais beaucoup tendance à reprendre des morceaux de classique. Tu vois, je reprenais, je réarrangeais du Bach, du Vivaldi, du Paganini, des choses comme ça que je jouais très mal à l'époque parce que je débutais. Et même malgré tout, ça me plaisait. C'était des types de musique que je voulais jouer également. Et après, je me suis dit bon, en même temps, ce type de musique, on peut aussi les jouer sur d'autres types de guitares. Et il y a aussi le fait qu'à l'époque, si je voulais prendre des cours avec un prof, la guitare électrique, par exemple, au conservatoire, n'était pas enseignée. C'était forcément, tu étais obligé de passer par la classique. Et alors, tu vas te dire, mais pourquoi tu n'as pas pris des cours avec un prof électrique, tu en particulier? Alors, j'ai eu cette expérience qui a été très mauvaise, donc c'était pas un bon souvenir. J'avais pris des cours avec un prof, tu vois, pas en école de musique, dans un magasin de musique. Et du coup, c'était des cours collectifs. Donc, on était 3, si je me plante pas, on était 3. Et franchement, j'ai absolument rien appris. Ça m'a laissé un très mauvais souvenir des cours collectifs. C'est pour ça que c'est quelque chose que pédagogiquement, j'apprécie assez peu, en tout cas de la façon dont c'était fait quand j'étais étudiant. Parce qu'au début, je me suis retrouvé dans un groupe où vraiment les autres niveaux étaient très bas par rapport aux miens. Alors pas que j'avais un gros niveau, parce qu'à l'époque je jouais depuis à peine peut-être quelques mois à tout casser, donc tu vois c'était pas énorme. Je me souviens qu'à l'époque je bossais Nothing Else Matters de Metallica, et donc je me suis retrouvé avec 2 autres élèves mais qui débutaient quasiment. Donc du coup, le prof forcément il passait du temps avec eux, puis en fait moi j'ai pas appris grand chose. Je me souviens même de situations absurdes, tu vois, j'avais un solo que je voulais apprendre, je sais plus ce que c'était, ça devait être un solo de Pink Floyd mais je sais plus lequel.
C'était peut-être Another Brick in the Wall Part 2. Et du coup, j'avais la partition, tu vois, j'avais la tablature avec moi, et j'ai dit au prof que je voulais apprendre ce morceau-là. Et en fait, j'ai encore pas compris aujourd'hui pourquoi, mais il a voulu absolument retranscrire le solo en l'écoutant. Tu vois, il a mis le morceau, il l'a écouté, et il essayait de le retranscrire comme ça. Et puis moi, je lui disais non, mais j'ai la partition, déjà, ça sert à rien. J'ai déjà la tablature, et en fait, il a passé quasiment le cours à retranscrire le truc en l'écoutant, puis en me montrant, tiens voilà, ça on le fait comme ça on le fait comme ça, mais j'avais envie de lui dire que finalement ça me servait à rien, parce que moi ce qui m'intéressait c'était de comprendre comment travailler le solo, tu vois, comment pas juste voir, tiens là faire le bend, là il faut utiliser tel doigté et tout ça, parce que ça à la limite j'avais la tablature qui me disait où poser les doigts, etc. Peut-être s'il y avait des erreurs, il aurait pu les corriger, effectivement. Mais disons qu'il a perdu, tu vois, tout quasiment l'heure entière à retranscrire un truc qui était déjà écrit et qui était globalement assez juste, voire totalement juste. Donc, ouais, après, c'est le problème un peu dans ce genre d'école de musique, c'est que... Là, c'était même pas une école, tu vois, c'était un prof indépendant dans un magasin de musique. Ouais, enfin, c'est qu'il y a... Enfin bon... On pourra en parler parce qu'on a prévu d'en parler dans les podcasts. Je pense qu'on va en faire un podcast là-dessus. Mais tu vois, après, au-delà de ça c'était sur un des cours. Mais après, il m'a changé de niveau parce qu'effectivement, ça collait pas. Mais il a fait le cas inverse, c'est-à-dire qu'il m'a mis dans un niveau avec d'autres guitaristes qui étaient déjà en train de faire du sweeping, du tapping, des trucs hyper évolués, alors que moi, j'avais un mois de guitare et que j'arrivais à peine à jouer correctement. Donc là, c'était le cas inverse. C'est que finalement j'ai pas appris plus en fait. Par contre c'était plus inspirant parce que tu voyais des guitaristes qui jouaient super bien et tu disais ouais ça j'ai envie de savoir jouer comme ça un jour, tu vois. Et par contre du coup j'ai pas progressé non plus parce que ces cours étaient pas adaptés. Tu vois, c'est là la limite de la pratique collective quand tu as des niveaux complètement différents. En fait soit ça tire le niveau de tout le monde au niveau du plus faible, soit le prof s'en fout et se préoccupe que de ceux qui ont un meilleur niveau, et dans ce cas-là, c'est ceux qui ont le niveau le plus faible qui finalement n'apprennent rien. Dans les deux cas, c'est pourri, quoi. Donc, dans mon cas, j'ai vite arrêté, et après, ça m'a un peu dégoûté, je t'avoue, et c'est aussi pour ça que ça m'a vite amené à réfléchir à la pédagogie, et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la pédagogie. Je pense que c'est aussi en partie lié à cette première expérience vraiment négative. Ça m'a amené à réfléchir comment je pouvais du coup apprendre seul, parce que j'ai beaucoup appris en autodidacte. Je suis resté un petit temps avant de faire le conservatoire, et je pense que c'est aussi pour ça après je me suis dirigé vers le conservatoire, parce que je me suis dit bon, l'expérience là en école de musique c'était pas génial, et j'ai besoin d'un cadre plus carré, tu vois. Donc j'ai fait ce choix là. Alors du coup je regrette pas, parce que tout ce que j'ai pu apprendre grâce à la guitare classique, finalement c'est des choses que j'ai pu mettre en pratique aussi sur la guitare électrique, notamment tout ce qui est jeu au doigt. Donc c'est une bonne expérience, et c'est bien pour moi d'avoir fait les deux en parallèle. De toute façon, moi je vais dire un truc, c'est que tous les élèves que j'ai eus et tous les gars que je vois qui ont fait de la guitare classique, sans parler de haut niveau, de concertiste ou quoi, mais c'est tous des gars qui ont une très très bonne technique, voilà, même à la guitare électrique. Il faut personnellement, je trouve que c'est une sacrée valeur ajoutée, quoi. C'est sûr, parce que là, tu tapes des pages et des pages d'exercices, d'études dans tous les sens. Donc forcément, tu as à la fois le travail musical, évidemment, et c'est pas que du travail purement technique, mais tu as un côté assez structuré, tu vois, qu'on n'a pas forcément en guitare électrique. C'est vrai. Tu vois, en guitare classique, tu sais que quand tu es dans ta première année, tu étudies tel type de morceau, tu dois savoir faire tel type de choses au niveau technique. Qu'en guitare électrique, il y a rien de défini à ce niveau-là, ce qui est à peu près normal vu que c'est pas un instrument qui est enseigné dans un cadre comme un conservatoire. Tu vois, en tout cas, ça se fait. Il y a quelques conservatoires qui enseignent la guitare électrique, mais c'est encore assez marginal. Mais voilà, il y a pas du tout cette même approche. Depuis une dizaine d'années, là, t'as le truc des musiques actuelles. Oui. Puis il y a le MAI aussi, qui est quand même le cadre plus structuré, mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de conservatoire, par exemple, c'est encore un peu marginal, même si ça se développe. Tu as des cursus de musique actuelle maintenant également. Oui, mais
Mais en tout cas, voilà, moi, ça m'a permis comme ça d'aller jusqu'au bout du parcours, d'avoir mon diplôme en guitare classique et en parallèle. Donc, j'ai pas fait que de la guitare, j'ai étudié aussi tout ce qui est harmonie, écriture, contrepoint, fugue, enfin tous les classiques, tu vois. J'ai fait aussi le cursus de composition, pareil jusqu'au diplôme. Donc, en parallèle de la guitare, j'ai aussi pas mal étudié. Parce que moi, depuis le début, vraiment, j'ai toujours été intéressé par la composition. Reprendre des morceaux existants, je l'ai fait au début. Aujourd'hui, c'est un truc que je fais quasiment plus parce que ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, j'ai tout de suite, dès que j'ai posé mes mains sur une guitare, un des premiers trucs que j'ai essayé de faire, c'est composer des musiques. Ouais. C'est vraiment ce qui me plaît, tu vois, le côté créatif. Et j'ai une question, alors là, j'ai une question parenthèse qu'on traitera dans un autre parce que bon, moi, je suis un peu plus outsider que toi en fait. Je vois que par exemple, par exemple, quand tu apprends la composition, que tu es au conservatoire, que tu suis des cours de composition, qu'est-ce qui est enseigné, quoi? C'est des analyses, Alors franchement, c'est extrêmement vaste, et notamment au conservatoire où j'ai étudié, qui est le conservatoire de Montbéliard, le cursus de composition est vraiment excellent, à un niveau de qualité vraiment aussi élevé que celui du conservatoire supérieur de Paris. Tu vois, d'accord, pour te situer un peu le truc. Et du coup, c'est des profs qui ont un gros bagage au niveau de la musique contemporaine, qui ont pu étudier avec pas mal de grands maîtres, que ce soit Stockhausen, Ferneyao, qui ont pu interviewer par exemple des gens comme Boulez, tu vois, Luciano Berio, vraiment des compositeurs assez établis dans le milieu, mais qui ont également une culture très ouverte. Tu vois, c'est pas les profs qui vont t'apprendre à faire du dodécaphonisme, à faire de la musique sérielle, etc. C'est plutôt des profs qui vont t'apprendre à trouver ton style et ta voix au niveau de la composition. Ils vont te montrer les techniques existantes, mais jamais dans le but de te forcer à devenir comme ça, tu vois. C'est plutôt t'accompagner sur ta propre voix, quoi, et t'amener à trouver ton esthétique, à trouver ton style. Donc, alors ça dépend un petit peu au niveau entre tu vois, le cursus de composition et le cursus d'écriture, c'est pas la même chose. Dans l'écriture, c'est là où tu abordes tout ce qui est écriture classique, tu vois, le contrepoint, la fugue, etc. Donc là, tu commences par apprendre des choses toutes bêtes. On te donne par exemple ce qu'on appelle un cantus firmus, c'est-à-dire firmum, pardon, tu as juste une ligne mélodique avec des rondes, juste une note par mesure comme ça. Oui, c'est un truc qui est chanté, en fait. Voilà, tu dois mettre une deuxième note par-dessus, et tu dois pour ça éviter de faire des cannes parallèles, des octaves parallèles. Tu apprends déjà, tu vas faire quelque chose qui sonne bien, des conduites de voix qui sonnent bien à 2 voix. Et après, progressivement, tu commences à enrichir à 3 voix jusqu'à 4 voix. J'avais lu le traité de contrepoint de Flux, là. Ouais. C'est quand même extrêmement réglementé, enfin dans le sens où c'est clair. C'est extrêmement pas conditionné, mais comment dirais-je, oui, réglementé. Oui, tu as des règles très strictes, mais en fait qui sont venues de manière complètement empirique, c'est-à-dire c'est des règles qui n'existaient pas toutes au début, mais en fait à force d'expérimenter la musique, les compositeurs se sont rendus compte, les musiciens même en général se sont rendus compte, tiens, si on fait ça, ça sonne moins bien que si on fait ça, tu vois. Si par exemple on enchaîne 2 cannes parallèles, ça donne un côté un peu plus dur que si on enchaînait des tierces parallèles, tu vois. Et en fait, petit à petit, c'est des règles qui sont construites naturellement. Donc c'est pas des règles qui sont faites là pour embêter, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est plutôt des règles qui sont faites pour vraiment t'aider à trouver les meilleures sonorités. Ça serait intéressant qu'on fasse, d'ailleurs, à noter pour plus tard, qu'on fasse un podcast sur le contrepoint. Et que, par exemple, pour les auditeurs, on écrive nous-mêmes notre cantus firmus, c'est-à-dire se dire, tiens, on va faire, je ne sais pas, pour que les auditeurs comprennent mieux, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et qu'on crée plusieurs lignes contrepoint possibles qui seraient intéressantes. Oui, ça pourrait être. Tout à fait. Il faudra le faire. Il faudra le noter dans notre Google Doc. Donc, j'ai eu l'impression aussi, autre chose, qu'il y avait un contrepoint un peu qui évoluait pour chaque époque, puisque bon, ça se passe pratiquement sur 500 ans. Le contrepoint romantique, c'est pas le même que le contrepoint baroque. C'est sûr que même le contrepoint qu'on fait aujourd'hui est beaucoup plus libre. On s'autorise plus de choses. Entre le contrepoint vraiment rigoureusement strict, c'est vrai qu'une fois que tu connais les règles, l'avantage, c'est que tu as la possibilité d'en sortir, tu vois, de les briser, de les contourner pour obtenir un effet que tu veux, mais tu le fais de manière volontaire parce que tu sais les règles de base à respecter et tu es capable de les contourner sans faire de la merde, tu vois, en comprenant, en faisant que malgré tout, ça sonne bien.
Donc évidemment les choses évoluent, mais de toute façon la musique évolue continuellement. Toutes les structures, les règles qu'on utilise, on peut arriver soit à les enrichir encore plus, soit à les briser. C'est ce qu'il y a eu avec le début de la musique contemporaine dans les années 50. Hein. Ils ont viré toutes les règles classiques, ils ont tout remis à plat pour inventer un nouveau système. Donc il y a la possibilité d'enrichir des systèmes existants et de briser je me suis intéressé, pas que je sois un grand fan de la musique dodécaphonique, mais je me suis quand même vachement intéressé. Moi j'aime les gens brillants, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est vrai que je me suis intéressé donc un peu à Schoenberg, un peu à Boulez, et notamment j'ai lu Penser la musique aujourd'hui, donc de Boulez. En fait, l'idée c'était quand même de créer un système pour Boulez en tout cas, un système fini. C'est-à-dire qu'une fois que tu as choisi ta série, tu la déclines sous toutes les formes possibles et imaginables, même avec des valeurs relatives de rythme et de nuances, et en fait tu obtiens un système qui est fini, quoi. C'était un peu le délire de Boulez, et surtout d'écrire la musique qui n'avait pas été écrite, parce que en fait ce qu'il faut dire aux gens, que les gens n'en sont pas forcément conscients, c'est que si tu veux, on a les grands tubes du classique, on a les grandes vedettes, on va dire Bach, Haydn peut-être un peu moins, tu vois, qui est un peu contemporain de... il est contemporain de Bach, Haydn, hein, je crois. Haydn, tu l'avais au niveau de la période de Mozart classique. Donc il est post-Bach, mais bon, c'est quand même très influencé par Bach, hein, quand même, Haydn. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a les grandes vedettes, mais il y a des milliers et des milliers de compositeurs dont on n'a jamais entendu parler, qui ont écrit des milliers d'œuvres. Et donc, en fait, on ne se rend pas compte, en fait, des millions, peut-être, de morceaux de musique classique qui existent. C'est clair. Voilà. Donc, quand tu penses à tous les morceaux qui ont été perdus et tous les compositeurs qui ont été oubliés. Mais bon, l'histoire, elle fait le tri dans ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder généralement. Oui. Même si Bach n'a pas été connu a été complètement perdu pendant des années, des dizaines d'années. Avant déjà, la postérité s'est intéressée à Bach parce que Bach a eu la démarche d'aller voir Karl Emmanuel en Angleterre. Il y a ça aussi. Et s'il n'y avait pas eu Glenn Gould, le public d'aujourd'hui, contemporain, il ne connaîtrait pas Bach. Et pourtant, Bach, aujourd'hui, tout le monde en parle comme une référence. Donc, en fait, il y a peut-être des centaines de compositeurs qui sont passés à la trappe et qui ont écrit des merveilles. Des chefs-d'œuvre. Voilà. Et c'est là où ce que je voulais dire, c'est que après, le délire de ces gars-là, c'est que on est à mi-chemin, on n'est plus dans la musique, donc dans la définition de la musique, c'est-à-dire un ensemble de notes qui sonnerait agréable à l'oreille. Là, on est dans la recherche. Oui, complètement. Voilà, c'est un peu comme quand tu vas voir un mathématicien qui t'explique sur quoi il travaille. Tu commences à te dire non mais ça sert à rien, quoi. Voilà, donc, mais ça aidera peut-être les gens dans 100 ans ou 200 ans où il y aura peut-être puisque je pense que la musique a été la difficulté, en fait, si tu veux, la technicité de la musique a été à son paroxysme à la fin du XXe siècle, que ce soit dans le classique ou dans le jazz fusion ou dans les métissages. Et aujourd'hui, on revient à des trucs qui sont vraiment ultra simplistes, quoi. Quoi que tu vas me dire, le gent. Oui, ça dépend un peu des courants, peut-être après. Parce que effectivement, tu as eu des courants qui sont revenus, par exemple. Je pense dans la musique classique, t'as un retour par exemple à la tonalité, tu vois, ou chose que pendant suite au dodécaphonisme, au sérialisme, c'était un peu ça qui était imposé comme style, et du moment que tu faisais un accord mineur ou majeur, on pouvait te pendre. J'exagère un peu, mais tu vois le genre. C'était un drame d'écrire quelque chose qui sonne bien. Et après, t'as eu tout le courant déjà, même déjà l'arrivée du courant minimaliste, tu vois, avec Philip Glass, Steve Reich, ce genre de personnes, ils ont déjà mis un coup de pied dans tout ça pour revenir vers des choses plus simples, plus tonales. T'as des gens comme Arvo Pärt aussi qui sont revenus sur le côté très, très tonal, en affirmant vraiment les accords mineurs, majeurs. Donc, même au niveau du 20e, tu avais quand même des contre-courants, tu vois, qui revenaient déjà à ce système plus simplifié. Même si en parallèle, tu en avais d'autres, comme Sud Ferneyao, qu'on appelle le courant New Complexity, où là, vraiment, c'est de pousser la difficulté
où les morceaux sont injouables tels qu'ils sont écrits. Tu vois, tu vas avoir des mesures absurdes qui n'existent pas. Tu vas avoir des tempos genre 122,5, des choses qui sont clairement injouables. Mais en fait, c'est fait pour pousser aux limites de ce qui est possible humainement, tu vois. Donc, t'as les deux qui coexistent en fait. Et après, si on revient au niveau des musiques actuelles, c'est vrai que t'as des courants. Je pense que dans le métal, t'as à la fois les courants qui simplifient, mais t'as aussi ceux qui poussent toujours plus loin. Effectivement, le gent, il y a un côté assez technique, notamment au niveau rythmique, qui peut être assez difficile à mettre en place, à penser, tout ce qui est polyrythmie et tout ça. Les polyrythmies, les trucs avec les cantolés, là j'ai vu. Ouais. C'est quoi que j'ai entendu la dernière fois où je me suis dit, punaise, mais enfin bon, bref, il y a des gars, même quand tu peux les suivre sur Instagram, notamment un qui s'appelle Charles Caswell. Je connais pas. Tu iras écouter Charles Caswell, donc je le dis pour l'audience. C'est impressionnant, quoi. Après, bon, moi j'irai pas écouter ça toute la journée, sachant que qu'est-ce que j'écoute en ce moment pour te dire, tu vois, j'écoute Ravel, donc tu vois. Mais c'est vrai que et en même temps il y a des courants où je trouve que le jazz devient de plus en plus, tu vois, là où on avait des trucs à la fin du XXe siècle, où on avait des trucs hallucinants dans le jazz, comme je pense à Alan Allsworth, ceux qui me connaissent. Et toi, tu sais bien que c'est mon idole. C'est ton héros. C'est mon héros, quoi. Ouais, c'est clair. Pour vous dire, les gars, allez voir ce que j'ai partagé. J'ai partagé un passage live. Ah oui, je l'ai vu. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Pouah, mais punaise. C'est un mélange de Coltrane et de Boulez à la guitare, quoi. Bref, ce que je veux dire, c'est que ces mecs-là sont allés chercher, même, je sais pas si tu te rends compte quand tu écoutes la complexité de la grille. C'est-à-dire que c'est pas des accords chiffrables, c'est que des accords, si tu veux, c'est des enchaînements de modes, quoi, en gros. Voilà, c'est de la modalité même dans l'accompagnement d'accords. Bon, après, voilà, et aujourd'hui on revient avec les grands courants, tu vois, le chill-hop. Tu vois, je pense à ces courants-là, qui est d'ailleurs vraiment de la musique de relaxation, clairement. Moi, je trouve que où il n'y a rien. Où des fois, tu as une grosse caisse qui est faite avec un tom, un claquement qui va servir de caisse claire, et puis tu as 2 accords de piano samplés, et puis c'est fini, ça fait un morceau. Et c'est très populaire. Et regarde même la pop music, quand tu écoutes par exemple, je pense à un truc bêtement là, je pense à Village People, YMCA. Tu écoutes l'arrangement, si tu fais abstraction du côté minu humoristique et conceptuel, on va pas épiloguer là-dessus, mais quand tu écoutes l'arrangement du morceau, tu fais ouais, d'accord, quoi. Derrière, c'est un orchestre symphonique de fou, avec des lignes de malade. T'as aussi Good Vibration des Beach Boys qui est assez énorme au niveau arrangement, en fait. Voilà, et c'est la musique populaire. Même quand tu écoutes Michael Jackson Après, la pop, c'est faussement simple. Souvent, c'est très travaillé au niveau des arrangements, au niveau du timbre, au niveau du son, au niveau du mixage. C'est faussement simple, la pop. Bon, sauf si tu prends genre du Kyo, mais sinon, en dehors de ça, vraiment la pop, notamment la pop anglaise et même la pop américaine, la pop music, c'est vraiment très riche. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais quand tu écoutes les mix d'aujourd'hui, des trucs de Timberlake ou quoi, c'est ultra travaillé, de Bruno Mars et tout. Oui, non, je suis d'accord, mais moi je parle pas du format, si tu veux. Je parle plutôt je parle du comment dirais-je, de l'essence même du truc. C'est-à-dire que quand tu prends les tubes d'aujourd'hui, il y a 3 accords maximum. Oui, alors pour les auditeurs, ne vous formalisez pas, je suis à côté d'une église. Et donc voilà, je suis dans un coworking parce que voilà, je suis tranquille, parce qu'avec 3 enfants c'est difficile de. Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des cloches, voilà. Donc, et pour continuer sur tes études, donc tu as passé des diplômes. Du coup, je me suis arrêté où je sais plus ce que je disais. J'étais sur la composition. Donc voilà, moi j'ai à la fois étudié la guitare, après je l'ai enseignée. Tout en faisant mes études de composition. Donc j'ai enseigné la guitare classique au conservatoire pendant pas mal d'années. Quand tu as passé tes diplômes de guitare classique, tu as de suite trouvé un poste dans le conservatoire ? Alors après, en fait, moi c'était assez particulier, si tu veux, parce que je faisais en parallèle des études de master.
en parallèle du conservatoire, de la composition et de la guitare. Et en fait, j'ai fait un master en multimédia, en création multimédia, axé avec une option sur la musique. Donc, c'était création musicale vraiment adaptée sur tout ce qui est interactivité, musique, on va dire musique à l'image, si tu veux, musique de film, jeux vidéo, ouais, musique pour le web. T'as assuré quand même, hein, parce que t'as amené... C'était pas simple de faire tout ça en même temps, effectivement. Et c'est vrai que du coup, aussi bizarre que ça puisse paraître, effectivement, j'ai été ensuite en poste au conservatoire où j'ai étudié, à Montbéliard, mais pas du tout par rapport à mes diplômes en guitare, c'était par rapport à mon master. Ah, d'accord. J'ai été pris pour enseigner tout ce qui est art numérique. Donc que j'enseigne toujours d'ailleurs là-bas, ou si tu veux avec une de mes collègues, on enseigne aux enfants qui ont à peu près, allez, on va dire, ils sont autour de la dizaine d'années. On leur enseigne la composition et la création, ce qu'on appelle la création numérique au travers des nouvelles technologies. Alors au début, quand on a commencé, on était encore sur des ordinateurs fixes avec des souris. Aujourd'hui, on est sur les iPads depuis quelques années, mais on va encore évoluer les systèmes. Maintenant, on est de plus en plus dans tout ce qui est interactivité à base de captation de micro, à base de même éventuellement, tu vois, captation de mouvement par la caméra, ce genre de choses. On essaye capteur de mouvement, enfin en tout cas tout ce qui est vraiment dans les dernières recherches possibles des nouvelles technologiques. Voilà, on essaye d'enseigner aux enfants à créer de la musique, à la fois avec des instruments, mais aussi le côté électronique, donc leur faire composer avec des applications sur la tablette, mais aussi avec des collègues, donc avec les percussions, ils font également de la danse, etc. Donc moi, ça fait partie de mon travail. J'ai été embauché pour ça à l'origine, et en parallèle, j'ai aussi enseigné la guitare classique pendant pas mal d'années en même temps, que j'enseigne plus aujourd'hui parce que mon poste a évolué. Donc maintenant, je suis vraiment sur tout ce qui est création numérique et art numérique au conservatoire. D'accord. Donc j'enseigne par exemple, pour ceux qui connaissent le logiciel Ableton Live, donc qui est un séquenceur comme Cubase, comme Pro Tools, etc., qui est vraiment axé sur les musiques actuelles, sur le live. Donc par exemple, tous les DJ, c'est vraiment le logiciel qu'ils utilisent à fond, et tous ceux qui font de la musique électronique en général, ça fait partie des softs les plus utilisés. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'enseigne. Toujours la création numérique. Donc tu vois, c'est assez diversifié. C'est ça qui est intéressant en même temps. Et tu vois, je suis toujours sur cet axe à la fois de la composition et à la fois de la guitare. Donc après, j'enseigne aussi à l'université en parallèle, parce que je suis responsable de... Alors là aussi, c'est assez marrant, c'est que je suis responsable de l'option musique, qui est là où j'ai été étudiant à l'origine aussi. Quand j'étais en master, dans ma première année de master, ils ont ouvert un parcours musique et son, justement. Donc j'ai fait partie de la première promo. Et maintenant, je suis responsable de l'option, justement, de ce parcours musique et son. Donc dans la même université. Donc là, c'est finalement un petit peu les mêmes principes. J'apprends aux étudiants de master à créer de la musique, à faire du sound design. Donc par exemple, on prend des séquences de films et on refait intégralement le sound design de la séquence. Alors selon les années, des fois je prends un extrait de jeu vidéo, des fois on fait avec un film ou une série ou un dessin animé, parfois c'est arrivé. Donc, et on leur apprend aussi à composer de la musique, donc toujours avec Ableton Live, et aussi tout ce qui est interactivité. Donc pouvoir faire de la musique générative, par exemple avec des logiciels comme Max MSP, tout ce qui est programmation musicale, tu vois. C'est la composition assistée par ordinateur, ou par exemple tu peux développer ton programme qui va générer de la musique en fonction d'un utilisateur qui va interagir devant un écran, par exemple devant une caméra. Donc des choses assez intéressantes musicalement. On est presque sur de la recherche. Bah, ça en fait partie, oui. C'est vraiment dans la recherche qui touche à tout ce qui est interactivité musicale, tu vois. Ouais, c'est vraiment intéressant, quoi, comme job. Oui, c'est ce qui me plaît dans ce travail-là. Et du coup, tu vois, si je reviens un peu sur mon aspect guitare, c'est des choses qui m'enrichissent bien, parce qu'au début, j'étais vraiment dans le côté assez classique, alors pas classique dans le sens guitare classique, mais classique, c'est-à-dire le guitariste qui joue du rock, du heavy metal, tu vois. J'avais monté un groupe où on faisait pas mal de compos, où on était dans un style rock assez traditionnel. Et du coup, aujourd'hui, c'est absolument plus du tout ce que je fais, mais rien à voir. Aujourd'hui, j'ai pas de groupe, je joue exclusivement seul.
Et du coup, je joue uniquement mes compos, je joue jamais la musique des autres, et accompagné, tu vois, par des dispositifs de projection vidéo, diffusion électronique, ce genre de choses, donc absolument plus rien à voir. Là, pour le coup, c'est peut-être plus proche de ce qu'on peut trouver dans la musique entre guillemets contemporaine, avec ce qu'on appelle la musique mixte. Par exemple, tu vas avoir, je sais pas, une musique pour violon et électronique, où tu as le violoniste sur scène en train de jouer, et tu as par exemple le compositeur qui est à côté de l'ingé son là, et qui est à l'ordinateur et qui diffuse des sons électroniques dans la salle de concert pendant que le musicien joue, qui interagit avec lui. C'est un peu cette approche-là que j'ai aujourd'hui, et donc une approche exclusivement soliste. Je joue plus du tout avec d'autres musiciens. Parce que ça correspond bien à ce que je cherche à faire. C'est plus facile pour moi, si tu veux, parce que je sais les idées que j'ai envie de faire, et du coup je vais plus vite seul, tout simplement. Ouais. Donc en tout cas pour parler de l'approche pédagogique un peu, tu vois, tous ces aspects-là, moi ce qui m'a intéressé, c'est que je fais face à des publics très différents. Tu vois, mes plus jeunes élèves, ils ont une dizaine d'années. Les plus vieux, c'est aller jusqu'à 75 ans, tu vois, pour les plus âgés. Et à chaque fois, des fois, c'était des élèves, des élèves de l'éducation nationale. Parfois, c'est des étudiants de master. Parfois, c'était des profs d'autres conservatoires qu'on forme. Parfois, c'est des amateurs complètement, tu vois, qui viennent prendre des cours et qui sont pas forcément musiciens, mais qui font des initiations. Et donc, du coup, tu es obligé d'adapter ta pédagogie constamment, de chercher les meilleurs moyens d'enseigner. Et même au niveau de la guitare, c'est ça qui est intéressant. En ayant eu des élèves en guitare classique, des élèves en guitare électrique, c'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes besoins. Et du coup, tu es obligé, de réfléchir ta pédagogie. Tu peux pas te poser et te dire, bon, voilà, là, tu ouvres ton cahier, on fait le premier exercice, et dire ça aux 45 élèves que tu vas avoir dans la semaine, tu vois. Ça, tu es obligé, de toute façon, t'en sais quelque chose en tant que prof. Voilà, tu es obligé de prendre en compte l'élève et d'adapter ta pédagogie constamment. Et c'est ça qui m'a amené, moi, à réfléchir pas mal à la façon d'enseigner. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, toujours trouver la meilleure manière d'enseigner à la personne que tu as en face de soi. Pas la meilleure manière d'enseigner en général, mais la meilleure manière d'enseigner à celui que tu as en face, quoi. D'ailleurs, on en parle souvent. Quand on s'appelle, ou d'ailleurs c'est ce qui fera partie de certains sujets, c'est c'est que nous qui créons du contenu sur internet, où on se retrouve soit à proposer du contenu que les gens vont acheter, donc qui est un peu dépersonnalisé, je ne sais pas si on pourrait dire ça, donc à réfléchir de la manière de transmettre la même chose mais de plusieurs façons différentes pour que les gens qui achètent des produits, des leçons, des formations, etc., soient quand même comprennent et surtout qui récoltent les fruits, parce que c'est quand même moi en tout cas c'est mon souci, quoi. Moi je veux que les gens quand ils achètent une formation ou qu'ils viennent sur mon site, ils se sentent bien, quoi. Ils soient contents, qu'ils arrivent à en trouver quelque chose, c'est ça, qu'ils aient un résultat, voilà. Oui, parce que moi qui achète pas mal de contenu pédagogique, parce que c'est vrai que, bon, moi après, on pourra en parler si jamais dans un épisode, mais je sais comment consommer du contenu efficacement. Ouais, en fait, quand tu achètes une formation, moi je sais que si j'achète une formation sur Internet, donc moi j'achète beaucoup de trucs américains déjà. Je prends 4 heures et je bosse que ça, et je prends des notes, et tu vois, je note ça, je note je prends beaucoup de notes, je travaille en même temps, j'imprime le truc, je souligne ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse pas, je barre ce qui m'intéresse pas, parce que bon, clairement t'achètes des trucs des fois, soit ça me plaît pas, soit j'y vois pas d'intérêt d'un point de vue de mon point de vue, mais enfin voilà, en tout cas ça on en parlera beaucoup dans le podcast, parce qu'on voulait quand même l'accès vachement pédagogie, et que voilà, qu'on puisse même avoir peut-être des profs qui mettent en commentaire leur méthode, ou qui commentent sur nos sites,
puisque comme je vous l'ai dit, donc sur cyrilmichaud.com ou sébastienzugno.com, vous aurez en fait des récapitulatifs des podcasts, vous pourrez les écouter directement. On va voir comment ça évolue, puisque avec Cyril, on a prévu si jamais ça fonctionne bien, etc., on a prévu de faire un site dédié au podcast où vous pourrez peut-être même poser vos questions en mode audio. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est le premier épisode, donc on ne sait pas trop. Donc c'est super. T'as quand même assuré, quoi. C'est quand même beau de mener tout ça bien. Oui, après, j'ai envie de dire que quand tu es passionné, c'est pas si difficile en fait. Ouais, mais de mener tes études multimédia, en même temps de donner des cours et en même temps de faire tes diplômes de composition et tout, c'est quand même... Oui, mais je pense que, tu vois, toi-même tu disais, dans ton parcours, tu as enseigné, mais en même temps tu continuais aussi à apprendre des choses de ton côté. Et je pense que c'est justement quand tu es pédagogue, le pire truc à faire, c'est de te dire que tu n'as plus besoin d'apprendre. Parce que c'est là que tu finis sclérosé et que tu finis complètement dépassé. Tu es constamment obligé de te nourrir de nouvelles méthodes. Moi, je regarde beaucoup comment fonctionnent les autres profs. J'ai mes méthodes, mais ça m'empêche pas de regarder comment fonctionnent les autres. Oui, et de me dire, ah ouais, lui, il a une bonne idée, ça c'est pas mal. Et après, je vais essayer de l'expérimenter. Alors, des fois, il y a des méthodes que j'ai testées qui n'ont pas marché. Ou parce que tu n'es pas dans l'énergie ou parce que ça correspondait pas à ma manière de faire. Tu vois, on a chacun une personnalité. Oui, bien sûr. Tu as certaines méthodes qui collent pas à certaines personnalités. Et des fois, ça collait pas à certains élèves. Ça collait bien. Toi, des fois, tu as des élèves qui ont besoin d'un cadre ultra rigide. Et tu en as d'autres, si c'est rigide, ça les fait fuir, tu vois. Et du coup, voilà, quand tu es pédagogue, du coup, tu es toujours en train d'apprendre en parallèle. Donc, j'ai pas trouvé ça si difficile, si tu veux. Après, c'est vrai que j'enseignais aussi la guitare électrique dans une école de musique en parallèle. J'avais les deux, tu vois, guitare classique que j'enseignais au conservatoire, plus guitare électrique dans un que j'ai arrêté depuis. J'enseigne plus ni la guitare électrique ni la guitare classique. Je le fais que en cours particulier maintenant et sur Internet. Mais du coup, voilà, tu es toujours quand même obligé de te former pour être au top. Ah oui, forcément donner le meilleur, parce que forcément les élèves ils te payent pour avoir un résultat. Il faut leur donner, il faut répondre à leurs besoins. Et tu peux pas. Bon, il y a des profs qui le font, mais tu peux pas te contenter de raconter n'importe quoi, de donner des trucs qui servent à rien à l'élève, de faire le strict minimum. Bon, il y a des profs qui sont pas très scrupuleux qui le font, mais bon, moi c'est pas ma philosophie et ma façon de voir l'enseignement. Après, je tiens à préciser que ça, effectivement, après on peut pas. Je pense qu'on peut pas juger. Enfin, en tout cas, non. Moi, je pense que je peux pas juger d'autres profs. Dans le sens où des fois tu as des élèves qui veulent venir faire leur petite heure de guitare avec un mec cool et pas se prendre la tête, quoi. Donc ça, comme tu dis, bon, il y en a qui ont besoin de rigidité, donc notamment c'est les élèves avancés, parce que le mec ils viennent pas pour que tu lui dises qu'il est génial, le mec il vient pour que tu lui casses un peu le... voilà, on est d'accord. Après, tu as des élèves, c'est leur petite heure de guitare, et quand moi je te donne l'exemple, on parlera des anecdotes d'élèves, etc. Moi, j'ai eu une jeune fille qui est venue pendant 4 ans prendre des cours une fois par semaine, mais sans jamais rien rater. Hein. Et ça a été sa première heure de guitare pendant 4 ans. Ouais. Toutes les semaines. Et pour moi, ça a été dur. Et si bien que, bon, au bout d'un certain temps, tu vois, à la fin de la première année, j'ai dit, bon, à sa maman, je lui dis, non, mais elle fait rien. Là, je vais dire, là, vous me payez pour rien, hein, je vous le dis franco. Hein. C'est pas qu'elle n'a pas de capacité, bien au contraire, c'est que elle ne fait rien. Donc je lui ai dit, ça fait 1 an que c'est sa première heure de guitare. Et la maman elle me dit, non mais Sébastien, c'est pas grave, elle adore venir te voir, donc voilà. Oui, c'est plus un moment d'échange. Elle est venue pendant 4 ans. Ouais. 4 ans. Et au bout de 4 ans, elle ne savait rien faire. Rien, de rien. Ouais, j'ai eu des cas comme ça aussi. Ça n'a pas duré 4 ans, mais parce qu'au conservatoire, on peut pas les laisser durer 4 ans comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Là-dessus, tu vois, c'est l'avantage. Mais effectivement, j'ai eu des cas comme ça aussi. Mais on pourra en reparler dans un podcast dédié pour ça. Ouais. Parce que là, les amis, ça fait quand même 1 heure. Donc, on avait dit qu'on faisait court. Hein. Non, on s'était dit, non, Cyril, il faut dire aux gens, on va jouer la transparence. Parce qu'il faut que ce soit détendu quand même. C'est qu'on s'est dit, au bout de 38 minutes, on commence à se dire, oh là, attention. Et là, ça fait 1h08. Donc déjà, on a passé d'une demi-heure, quoi, ce qui est pas mal.
Mais après, un premier. Voilà, c'est pas mal. Donc ça en dit long sur ce qui va se passer par la suite. En fait, c'est que moi je suis pour la transparence en fait, un peu de. Je suis pour, on n'est pas à la radio, on n'est pas à France Culture ou tu vois. Je suis pour quand même que, tu vois, quand par exemple je t'ai interrompu pour savoir ce que tu bossais en composition, enfin je trouve que c'est intéressant et oui, de toute façon on va se permettre de dépasser si on en a envie. Hein. Là, voilà, c'est ça. Comme tu dis, c'est détente. C'est nous les chefs. C'est nous les chefs. C'est nous qui commandons. Et voilà. Donc après pour revenir un peu au podcast, comme c'est le premier épisode, donc je pense qu'on va essayer, avec Cyril, on s'est dit qu'on allait essayer de publier une fois par semaine. Je pense qu'on publiera le jeudi. D'accord. Je sais pas ce que tu en penses, Cyril. Je pense que c'est bien. Ça me va bien. Ouais, le jeudi, voilà, le jeudi ça sonne. Hein. Et que donc vous serez notifié si vous vous abonnez, que vous suivez la page Facebook donc de Culture Guitare, d'accord. Si vous vous abonnez bien sûr au podcast sur les différentes plateformes pour être tenu au courant des comment dirais-je, des publications. Et vous pouvez nous retrouver sur nos sites respectifs. Moi, donc pour le mien, bon Cyril, je ne sais pas comment enfin pour le mien en tout cas, je ferai un onglet podcast dans la rubrique blog, guitare blog. Vous aurez le podcast, donc comme ça vous pourrez suivre les trucs et avoir les sources. Donc je mettrai aussi les sources vers les liens de Cyril, etc. Et dans les descriptions des podcasts. De mon côté, bon, je pense que je ferai un onglet dédié sûrement sur mon site. Il faut que on va voir. Je vais réfléchir comment j'organise ça. Là, si vous écoutez cet épisode, nous sommes en 2020. Donc si je ne sais pas combien de temps on va le faire, si ça va durer, si ça durera pas, je ne sais pas encore. Et on est le 15 août. Tu vois, on bosse un 15 août. Ah mais moi je suis en vacances toute l'année, Cyril. Je suis en vacances toute l'année, moi, tu vois, parce que pour moi, faire de la guitare et discuter guitare avec un pote, c'est pas vraiment du travail, quoi. Forcément. Voilà, donc donc voilà, donc encore une fois, je le redis, mais je vous appelle à commenter et à noter ce podcast 5 étoiles sur iTunes, ça nous aide vraiment. Likez la page si vous voulez être notifié. Des trucs, et puis bon, pour ce qui est des gens qui nous suivent, abonnez-vous aux newsletters si vous voulez être pareil. S'il y a un site, un jour on fera sûrement une newsletter, voilà, on fera une newsletter dédiée au podcast, mais pour l'instant, encore une fois, c'est de l'expérimentation. Voilà, ça va dépendre de vous. Donc sur ce, Cyril, je vais te dire au revoir. À très bientôt pour un prochain podcast. Et à toute l'audience, je vous dis bonjour chez vous. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.